Bonjour et soyez les bienvenus dans Xenius. Bienvenue dans cette émission depuis le centre de Brême. Avez-vous pour habitude de prendre une bière pour décompresser le soir ou un verre de vin avec le dîner? Attention, car un verre en main, on oublie vite que l'alcool peut être dangereux. Toutes les 10 secondes, une personne meurt des suites de l'alcoolisme. Et rien qu'en France, on estime que 2 millions de personnes seraient dépendantes de l'alcool. Ce n'est guère mieux en Allemagne, où l'on consomme en moyenne 12 litres d'alcool pur par an et par personne, ce qui équivaut à pas moins de 500 bouteilles de bière. Un vrai problème de santé publique, puisque l'alcool est considéré comme l'un des principaux risques pour notre organisme. À partir de quand l'alcool devient-il un problème, voire un danger? C'est une question délicate puisque l'alcool est une drogue légale, acceptée par notre société et faisant même partie de notre patrimoine, de notre culture. Nous avons d'ailleurs recueilli quelques idées bien ancrées sur la boisson, en France comme en Allemagne. Jouons au jeu de la bouteille et voyons quel pourcentage de vérité scientifique est contenu dans ces affirmations populaires au sujet de l'alcool. Premier tour. Est-il vrai que l'alcool disparaît à la cuisson? L'alcool s'évapore effectivement à une température de 78 degrés. Mais que l'on mitonne un coq au vin ou un risotto, quand on cuisine avec de l'alcool, celui-ci se mélange à la graisse qui en fixe les molécules. Ainsi, même après 2h30 de cuisson, il restera encore 5% de l'alcool ajouté. Deuxième tour. Est-il vrai que 3 bières valent un repas? Une maxime très répandue en Allemagne. L'alcool est loin d'être faible en calories. 1 gramme d'alcool contient 7 calories. Seuls les lipides en comptent davantage, comme le beurre et ses 9 calories par gramme. Un verre de bière apporte environ 130 calories, soit autant qu'une saucisse de Strasbourg. 3 bières ont la même valeur calorique qu'une saucisse accompagnée d'une salade de pommes de terre. Vous préférez le vin? Qu'il soit blanc ou rouge, ne comptez pas sur lui pour garder la ligne. Avec 140 calories, un verre de vin correspond à un biscuit au chocolat et 2 verres à une tranche de pain avec du fromage. C'est donc vrai, en termes de valeur calorique, plusieurs verres de vin ou de bière n'ont rien à envier à un repas complet. À propos de repas, est-il vrai que lorsqu'on boit à jeun, on est ivre plus vite? Quand on a l'estomac vide, l'alcool passe plus vite dans le sang. Mieux vaut donc manger quelque chose au préalable. Mais attention, cela peut aussi être trompeur, car l'alcool passe tout autant dans le sang, mais plus lentement. Avec ce décalage, le risque est de ne pas anticiper l'effet de l'alcool déjà absorbé et de continuer à boire. Tour suivant. Un digestif aiderait à faire passer un repas trop copieux. Une croyance qui a ses adeptes en France comme en Allemagne. Mais est-elle vraie? Bien au contraire. Même si l'alcool détend momentanément les muscles de l'estomac, ce qui soulage, il a le tort de ralentir la digestion. Au lieu d'un digestif, misez plutôt sur une tisane au fenouil ou au cumin qui aide vraiment à digérer. Autre tour et autre idée reçue, un petit verre avant de se coucher est un bon somnifère. Là encore, c'est faux. Il est scientifiquement démontré qu'à partir d'une certaine quantité, l'alcool fait somnoler, donc facilite l'endormissement. Mais c'est au détriment de la qualité du sommeil en fin de nuit, qui se fait plus agité et plus léger. Et puisque l'alcool a un effet diurétique, on risque de devoir se lever pour satisfaire une envie pressante. On ne peut donc pas parler de nuit reposante. Le lendemain d'une soirée bien arrosée, l'addition est lourde. Mal de tête, nausées, estomac retourné. Bien des Allemands ne jurent que par les rollmops en guise de petit déjeuner anti-gueule de bois. Avec raison? Quand on a trop bu, un repas salé et riche en nutriments est un bon remède, qui permet à notre organisme de refaire le plein de sels minéraux éliminés la veille avec l'alcool. Et si vous n'aimez pas le hareng, buvez un jus de tomate avec du sel ou du bouillon. On conseille parfois de reprendre un verre dès le réveil, ce que les spécialistes désapprouvent totalement.
Une bière matinale aura pour seul effet de prolonger l'alcoolisation de l'organisme et de repousser les symptômes à plus tard. D'ailleurs, pourquoi nous sentons-nous si mal après avoir abusé de la boisson? Certains chercheurs accusent l'éthanal, un composé chimique qui se forme lors de la dégradation de l'alcool par le système digestif et qui attaque les cellules. D'autres pensent que le mal de tête serait dû à la déshydratation. Mais le plus surprenant est que la communauté scientifique n'a toujours pas d'explication claire et unanime pour la fameuse gueule de bois. Voici néanmoins un remède qui a fait ses preuves. Boire beaucoup d'eau et prendre un grand bol d'air frais. Cela n'aide pas à éliminer l'alcool plus vite, mais au moins c'est un bon moyen de se sentir mieux. Encore plus efficace, faire preuve de modération dès la veille au soir. À partir de quelle quantité d'alcool notre capacité à conduire est-elle altérée? C'est ce que nous allons voir au commissariat central de Brême. Bonjour. 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 Bienvenue. Docteur Olaf Cordes, vous êtes médecin et vos collègues policiers font appel à vous quand ils ont besoin d'un test sanguin. Dans quel cas précisément? Cela arrive à partir du moment où un conducteur est soupçonné d'avoir pris le volant en état d'ébriété et que le dépistage préalable, à l'aide d'un éthylotest, indique une alcoolémie supérieure à 1,1 g, ce qui correspond à un délit. La limite entre l'infraction et le délit d'alcool au volant est plus élevée en Allemagne qu'en France, qui l'a fixée à 0,8 g. Oui, la limite légale varie selon les pays de l'Union européenne. Je dirais que l'Allemagne se situe plutôt au milieu de la fourchette législative. Avec plus d'1 gramme d'alcool dans le sang, quel est l'effet sur notre capacité à conduire? En premier lieu, on constate une altération de la coordination. On a plus de mal à contrôler nos gestes. Le temps de réaction est fortement ralenti. On est euphorique et on se surestime. Et surtout, notre vision est très perturbée. On est plus facilement ébloui. Et au-delà d'1 gramme d'alcool dans le sang, on est en proie au fameux effet tunnel. On ne voit plus ce qui se passe sur les côtés. Tout cela, on peut le simuler avec cet appareil. C'est parti. Ah, voilà le chef. Super. Bonjour. On voit que si Pierre, avec son 1,90 m et sa silhouette plutôt élancée, boit 3 verres de vin, il présentera déjà un taux d'alcool dans le sang d'environ 0,9 g. La bordure noire sur les côtés, c'est pour simuler l'effet tunnel, c'est ça? C'est ça. Nous voyons qu'à 1 g d'alcoolémie, la vision latérale est déjà très largement réduite. Cela implique que si un cycliste ou une voiture surgissait de la gauche ou de la droite, le conducteur ne le verrait qu'avec beaucoup de retard. C'est vite arrivé. Un accident est presque inévitable quand on prend le volant avec 1 gramme d'alcool dans le sang. Oui. Nous allons modifier les valeurs pour Dorte. 5 bières à 0,3 g chacune, c'est pas mal. Surtout que l'effet doit être encore plus fort sur moi, qui suis une femme et de petite corpulence. Absolument. Après 5 bières, vous êtes déjà à 1,2 g. On voit le résultat. La bordure noire est bien plus large, ce qui signifie que l'effet tunnel est encore plus prononcé. J'ai vraiment l'impression de contrôler à peine la voiture. Pourquoi est-ce que je zigzague comme ça? C'est tout simplement parce que votre corps n'est plus capable de maintenir un cap. Vous ne coordonnez plus vos mouvements. En combien de temps élimine-t-on l'alcool? On considère que le taux diminue de 0,1 g par heure en moyenne, ce qui est l'équivalent d'une petite bière. Merci beaucoup, docteur. Là, ce n'était qu'une simulation, avec un simple appareil reproduisant les effets de l'alcool au volant. Et déjà, c'était plutôt angoissant de voir que très vite, on ne contrôlait plus rien. Mais le fait d'avoir juste un peu d'alcool dans le sang peut aussi avoir d'autres conséquences. Alors, ce fameux petit verre qu'on s'autorise souvent, est-il aussi anodin qu'on veut bien le croire? Rien de plus agréable qu'une soirée en amoureux. Dans un bon restaurant, avec un dîner gastronomique et les boissons qui l'accompagnent.
De l'apéritif au digestif, rien ne manque. Résultat, une dose d'alcool importante, bien supérieure à ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. La première des directives de l'OMS, c'est que les femmes devraient boire moins que les hommes. Ces derniers ne devraient pas boire plus d'un quart de litre de vin par jour. Cela correspond à environ 20 à 25 grammes d'alcool pur, quelle que soit la boisson alcoolisée. Voilà la limite à ne pas dépasser, à condition d'être un homme et de surcroît en bonne santé. Une femme devrait s'en tenir à la moitié. Avec leur taux de graisse corporelle plus élevé, les femmes supportent moins bien l'alcool. Elles sécrètent également moins d'enzymes pour l'assimiler. Et autre risque, Les femmes sont plus sensibles aux différentes maladies associées à l'alcool, en particulier celles touchant le foie, et aussi à certaines formes de cancer liées à l'alcool. alors que faire lors d'un dîner romantique où l'on se contente rarement d'un apéritif? Le meilleur remède préventif est de boire aussi beaucoup d'eau au cours du repas. L'alcool déshydrate et le cœur réagit en accélérant son rythme. On a des palpitations, voire des problèmes d'arythmie. Il est donc recommandé de boire de l'eau entre chaque verre d'alcool. Cependant, boire de l'eau ne change rien à la quantité d'alcool ingérée et donc ne diminue en rien le risque pour la santé. Selon les dernières études, au moins 200 maladies ou symptômes sont provoqués ou aggravés par la consommation d'alcool. Il y a l'hypertension, les troubles du rythme cardiaque, les troubles hépatiques, mais aussi certains cancers, comme ceux de la cavité buccale, de la gorge, de l'ésophage, du foie ou du côlon, et le cancer du sein chez la femme. De quoi s'inquiéter. Mais qu'en est-il du vin rouge et de ses célèbres bienfaits? Celui-ci contient du resveratrol, un polyphénol issu des raisins qui aurait une action anticancéreuse. C'est une substance intéressante aux effets antioxydants qui contribuent à limiter les dégâts. Mais pour que les effets du resveratrol se fassent vraiment sentir, il faudrait boire une quantité inimaginable de vin rouge. Prendre un petit verre de vin nuit donc aussi à notre santé, à une exception près. Cela concerne les personnes âgées de plus de 60 ou 65 ans qui ont déjà eu un infarctus ou qui sont des sujets à risque d'infarctus. C'est parce que le vin rouge empêche le rétrécissement des vaisseaux du myocarde. Dans tous les autres cas, il serait dommage de faire fi de sa santé pour un simple verre de vin. À propos, que l'on ait 20, 40 ou 60 ans, pourquoi aimons-nous boire de l'alcool? Quand on boit, on a l'impression d'oublier ses soucis. On se sent plus léger, plus détendu, plus sociable. Le problème, bien sûr, c'est qu'il y a des gens qui se mettent à boire de plus en plus parce qu'ils développent une dépendance. Un risque auquel tous les buveurs d'alcool sont exposés, surtout en cas de consommation quotidienne. Le plaisir peut vite céder la place à la dépendance. Des chercheurs ont élaboré un questionnaire permettant de savoir si l'on est alcoolique ou en train de le devenir. Parmi les questions, on trouve: avez-vous déjà essayé de diminuer votre consommation d'alcool? Avez-vous déjà été désagréable avec votre entourage après avoir bu un verre? Vous sentez-vous coupable d'avoir bu trop d'alcool? Le lendemain, avez-vous besoin de boire de nouveau de l'alcool pour démarrer? Si vous répondez oui à 2 questions ou plus, vous êtes très probablement alcoolique et vous devriez rapidement demander de l'aide. Vous devriez d'abord consulter votre médecin traitant pour aborder avec lui non seulement la question de la dépendance, mais aussi celle des dégâts physiologiques causés par l'alcool. 3 heures plus tard, le dîner a quelque peu perdu de son romantisme. Après un apéritif, du vin blanc, du vin rouge, le vin doux et le digestif, monsieur présente une alcoolémie d'1 gramme. Chez madame, elle atteint même 1,3 gramme. Évidemment, on peut se faire plaisir de temps en temps. Quand cela arrive 4 à 5 fois par an et que l'on arrive à rentrer chez soi, à pied évidemment, ce n'est pas grave. Mais mieux vaut éviter ce genre d'excès tous les week-ends. Nous sommes tous différents face à l'alcool. Mais les spécialistes s'accordent à dire qu'on ne devrait pas consommer plus d'un petit verre de vin ou de bière en soirée. Évitez aussi de boire seul et plus encore par frustration. Et au moins 2 jours par semaine, abstenez-vous de boire la moindre goutte d'alcool.
Les habitants de Brême se montrent-ils responsables après avoir bu? C'est ce que nous allons voir lors d'un contrôle d'alcoolémie avec le commissaire Holger Bödecker. Que prévoyez-vous pour ce genre de contrôle? Il nous faut évidemment des véhicules de police, du matériel de signalisation routière et d'autres dispositifs policiers. Mais le plus important, c'est cet appareil. Un éthylotest. Absolument. Il mesure le taux d'alcool dans l'air expiré par la personne que nous faisons souffler, ce qui nous indique son alcoolémie. Cet appareil permet également de détecter l'alcool présent dans l'air ambiant du véhicule sans qu'on ait besoin de souffler dedans. Si un passager a bu de l'alcool, cet éthylotest le détectera. Oh, ça va, on n'a rien bu. Je vous propose de faire un test et de manger un chocolat à la liqueur pour voir ce que l'appareil affiche. Oh, c'est gentil, ça. On est comme ça à la police de Brême. Merci. À vous de souffler. Prenez une grande inspiration, maintenez l'embout en bouche, puis expirez régulièrement. Bien, merci, ça ira. L'appareil analyse le taux d'alcool. Il indique une concentration en alcool de 1,08 mg par litre d'air expiré, soit plus de 2 grammes par litre de sang. Mais ce résultat est dû au fait que vous venez de manger un chocolat à la liqueur, donc vous aviez encore de l'alcool en bouche lorsque vous avez soufflé dans l'appareil. Donc ce genre d'éthylotest n'est pas totalement fiable. Si, il est parfaitement fiable, mais il va détecter le reste d'alcool en bouche comme n'importe quel appareil. Si on attend 15 minutes, il indiquera à nouveau un taux d'alcool nul. Donc, si on contrôle un conducteur et qu'il nous prévient qu'il vient à peine de boire, on le fait d'abord patienter un quart d'heure avant de le faire souffler. Allez, je vous invite à prendre place et on y va. Nous avons bloqué une voie de circulation. Un véhicule est prêt à démarrer en cas de délit de fuite. Nous allons faire signe aux voitures de se ranger pour vérifier si certains conducteurs sentent l'alcool. Bonsoir, police de Brême, contrôle routier. Permis et carte grise, je vous prie. Avez-vous bu de l'alcool? Non. Pouvez-vous souffler vers moi? C'est bon, merci. Bonne soirée. Et bonne route. Merci. Est-ce qu'il y a des attitudes ou des signes révélateurs? Si la personne a la voix cassée comme moi en ce moment parce qu'elle a attrapé froid, on pourrait aussi croire qu'elle a passé la nuit à boire. Lors d'un contrôle d'alcoolémie, on se fie avant toute chose à notre odorat. On renifle pour repérer s'il y a une odeur d'alcool. Ensuite, si nécessaire, l'éthylotest que je vous ai montré va nous donner un résultat plus précis. Tandis que la police de Brême poursuit son contrôle, nous allons vous parler des nouveaux traitements prometteurs contre l'alcoolisme. Car sortir de cette dépendance est difficile et le taux de rechute très élevé. Au début, cela se limitait au week-end. Ensuite, j'ai commencé à boire quand je savais que le lendemain, je n'avais pas une journée trop chargée. Puis c'est devenu une habitude. À peine arrivée chez moi, j'ouvrais une bouteille de vin. Eva, dont le prénom a été modifié, ne souhaite pas être reconnue. Elle a 47 ans, est médecin et alcoolique. Adolescente, elle boit pour être plus détendue. Au cours de ses études, cela devient une routine. Au début, elle boit seulement avec ses amis, puis elle commence à boire régulièrement seule pour échapper à la solitude ou aux problèmes du quotidien. Plus de 2 millions d'Allemands et de Français sont dépendants à l'alcool, comme Eva. Mais moins d'un alcoolique sur 12 consulte pour s'en sortir. Le professeur Jens Reimer de l'hôpital universitaire de Hambourg-Eppendorf étudie l'alcoolisme depuis 15 ans. Il sait qu'il faut souvent des années aux alcooliques pour reconnaître leur dépendance. Ce qui les inquiète avant tout, c'est que se passera-t-il si quelqu'un s'en rend compte? Parce que l'alcoolisme n'est pas une maladie comme une toux, un rhume ou une fracture du pied. C'est souvent perçu par autrui comme un échec de la personne dépendante. Eva aussi refuse longtemps de s'avouer son alcoolisme. Elle se persuade que beaucoup de gens boivent 2-3 verres de vin le soir.
Elle a un travail, des amis, une famille, rien à voir avec le cliché de l'alcoolique. Mais au fond d'elle-même, elle sait que quelque chose ne colle pas. Je suis allée sur le site internet des alcooliques anonymes qui propose des questionnaires. Après l'avoir rempli, le résultat était clair, j'étais manifestement alcoolique. Eva continue pourtant à nier sa dépendance à elle-même comme à ses amis. Après tout, elle ne boit que le soir et que du vin. Mais bientôt, une bouteille par soirée ne lui suffit plus. La première fois que j'ai accepté une aide médicale, c'est le jour où j'ai atterri aux urgences à cause d'une intoxication alcoolique. Parce que j'avais tout simplement trop bu. Ça a été un choc. Me réveiller le lendemain matin, sans savoir comment j'étais arrivée là, ça m'a fait un vrai coup. Peu après, Eva se fait hospitaliser pour sa première cure de sevrage, même si elle refuse toujours d'admettre qu'elle est alcoolique. 6 semaines plus tard, elle quitte l'hôpital avec la résolution de ne plus jamais toucher à une bouteille. J'ai recommencé à boire au bout de 2 semaines. Dès le moment où j'ai retrouvé mon environnement et les problèmes habituels, c'était fichu. Comme avec d'autres maladies chroniques, cela ne guérit pas du jour au lendemain. Il faut sans cesse se trouver de nouvelles motivations, de nouvelles raisons de persévérer. Sur Internet, Eva découvre le principe de la consommation contrôlée. Il s'agit pour les dépendants d'apprendre à limiter leur consommation. Une méthode qui fonctionne pour quasiment la moitié d'entre eux. Réduire la consommation d'alcool est un bon objectif thérapeutique, qui est acceptable par les patients, puisqu'ils sont nombreux à n'avoir aucune envie d'arrêter totalement la boisson. Il est plus facile pour eux d'entamer une démarche thérapeutique s'ils se disent qu'ils peuvent simplement diminuer leur consommation. Quand le médecin accepte, c'est déjà un premier pas. J'ai évidemment essayé. Cela a marché pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, mais j'ai fini par revenir à ma consommation initiale. Eva entend ensuite parler d'une nouvelle substance, le baclofène, normalement prescrit contre les contractures musculaires. Sur Internet, ce médicament est qualifié de pilule miracle contre l'alcoolisme. Une réputation justifiée? L'hôpital de la Charité de Berlin a voulu le vérifier avec une étude. Des alcooliques ont pris du baclofène pendant 12 semaines. Plus de la moitié d'entre eux est restée abstinente pendant cette période. Moins de 15% y sont parvenus dans le groupe placebo. En France, le médicament a obtenu une recommandation temporaire d'utilisation dans le cadre d'un sevrage alcoolique. En Allemagne, par manque d'études cliniques, il n'est pas encore autorisé. En 2000, Dans le cadre d'une thérapie d'exposition, le patient apprend à surmonter des situations de son quotidien, de sa vraie vie. Par exemple, retourner dans le bar où il avait l'habitude de boire. Ce faisant, il apprend à ne pas boire, en étant accompagné par un thérapeute et d'autres patients. C'est une expérience importante qui rend le patient plus fort et lui apprend à surmonter ces situations à risque. Au cours de cette thérapie, Eva doit affronter sa plus grande peur, le rayon vin du supermarché. On a une confrontation directe avec l'alcool. On va dans le rayon vin du supermarché, on prend une bouteille en main et on ressent tous les symptômes physiologiques. Les tremblements, les bouffées de chaleur, les mains moites. Et on apprend à résister à cette pulsion, à prendre conscience qu'on n'y est pas soumis, que cela finit par passer, que cette monstrueuse envie de boire s'estompe. La thérapie est associée à la prise d'inhibiteurs des opiacés tels que la naltrexone. La naltrexone bloque les récepteurs des opiacés. Même si les patients boivent de l'alcool, ils ne ressentent pas son effet euphorisant. La boisson perd alors de son intérêt, ce qui aide le patient à diminuer sa consommation, voire à arrêter de boire. Pour Eva, cette thérapie personnalisée a été la clé du succès. Aujourd'hui, elle est sobre.
Elle sait qu'elle devra continuer à se battre contre la dépendance à l'alcool toute sa vie, mais les nouvelles approches thérapeutiques lui ont appris à résister à la tentation. Nous, on dit bravo et on croise les doigts pour qu'Eva continue sur cette voie. La police de Brême a terminé son contrôle avec un bilan rassurant puisqu'ils n'ont arrêté aucun conducteur en état d'ébriété. Oui, les habitants de Brême connaissent les dangers de l'alcool et pas seulement au volant. Et vous aussi maintenant. À la prochaine. Salut. Avec modération, mais pas pour Xenius. À la prochaine. Restez curieux.